Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Très Bon Point. Bienvenue à Temps d'arrêt. Épisode 138, ski acrobatique, Jeux olympiques, transition d'athlète à entraîneur, mettre ses limites et évoluer dans son coaching avec Audrey Robichaud. Bonjour tout le monde, c'est Coach Frank qui est avec vous. Mon intention avec Temps d'arrêt est de déconstruire tout ce qui touche à l'art et la science du coaching. Je m'intéresse à ça parce que ma mission est de créer une expérience sportive positive pour toutes les personnes francophones en maximisant les bienfaits du coaching. Avec Temps d'arrêt, je contribue à cette mission en questionnant le statu quo, en discutant avec des personnes expertes du sport et en partageant les dernières avancées scientifiques. Au quotidien, je contribue également à cette mission comme professeur en kinésiologie en menant des recherches sur le coaching, le sport et le développement professionnel, ainsi que comme conseiller auprès d'entraîneurs et de professionnels. Si tu viens de découvrir Temps d'arrêt avec Coach Frank, abonne-toi et évalue le podcast sur ta plateforme préférée. Pour nos fidèles auditeurs et auditrices, suivez-nous sur les médias sociaux, @CoachFrankPHD dans un mot, et partagez avec vos amis. Ça prend 5 secondes et ça va contribuer à ton développement ainsi que celui de notre système sportif. Pour l'épisode d'aujourd'hui, mon invité est Audrey Robichaud. Audrey est une figure reconnue du ski acrobatique québécois. Après avoir chaussé ses premiers skis à 4 ans et découvert le ski acrobatique à 7 ans, elle a brillamment représenté le Canada pendant 13 ans au sein de l'équipe nationale, participant à pas un, pas deux, 3 Jeux olympiques. Suite à sa retraite sportive en 2018, Audrey a entamé une transition vers le coaching, tout en poursuivant un baccalauréat en intervention sportive à l'Université Laval. Elle a d'abord assumé le rôle d'entraîneur-chef dans son club régional pendant 4 ans, tout en contribuant au programme sport-études de la région de Québec. Depuis 3 ans, Audrey met son expertise au service de l'équipe du Québec de Boss et vient de compléter sa première année comme entraîneur-chef de cette formation, transmettant ainsi son savoir-faire et sa passion à la relève du ski acrobatique québécois. Et quand on dit transmettre sa passion, on peut vraiment le sentir, en début d'épisode quand il nous parle de sa passion un peu pour son sport, mais plus particulièrement en toute fin d'épisode quand elle nous laisse avec un message assez fort pour la communauté sportive et la passion et l'engagement qu'on doit mettre justement dans le sport, que ce soit le ski, le tennis ou autre. Donc, si tu es une athlète ou un athlète qui considère le coaching, une ou un jeune entraîneur qui vient de commencer à coacher, l'épisode va t'intéresser parce que Audrey révèle avec une énergie contagieuse tous les apprentissages de son parcours. Peut-être pas toutes, mais bref, beaucoup d'apprentissages. Ensuite de ça, si tu cherches des façons de mettre tes limites dans ta vie professionnelle et de les communiquer, tu es aussi à la bonne place parce qu'on en parle pendant quand même un bon moment, Audrey et moi ensemble. Puis je pense que les deux, on a eu cet enjeu-là et on doit le faire au quotidien. Ceci étant dit, cet épisode est présenté par Très Bon Point, une équipe avec les pieds sur le terrain et la tête dans les bouquins qui offre à la communauté sportive de l'accompagnement individuel, des ateliers de groupe et de la recherche appliquée à leurs enjeux. Là-dessus, tout le monde, je vous souhaite un bon podcast. Audrey, bienvenue à Temps d'arrêt. Merci beaucoup de me recevoir. Ben voyons, ça me fait plaisir. Ça me fait surtout plaisir que tu prennes du temps pour venir partager un peu ton expérience, ton expertise. Donc, coach de ski acrobatique, moi, j'étais curieux de savoir en premier, qu'est-ce que ça mange en été, un coach de ski acrobatique? Ben, ça mange quand même du ski acrobatique, c'est ça l'affaire. Ça en mange un peu moins régulièrement parce que c'est sûr qu'il n'y a pas de neige en été, mais on court quand même les opportunités d'entraînement. À mon niveau, en fait, entraîneur de l'équipe du Québec, on s'entraîne toute l'année. C'est sûr qu'il n'y a pas de neige en été, fait qu'on doit un petit peu se réinventer. On fait d'autres entraînements qui vont avoir un lien avec notre sport, mais on s'entraîne tout le temps, là, c'est pas... j'entraîne tout le temps mes athlètes, les autres s'entraînent pas mal à l'année longue, là. Mm-hmm. Puis là, justement, en pré-entrevue, pré-conversation, tu me disais que tu t'en vas à un cours de trampoline aujourd'hui. Est-ce que c'est toi vraiment qui est en charge du cours de trampoline? Ben c'est ça, nous autres, en ski acrobatique, nous autres en bosse, en fait, c'est que, il y a pas juste l'aspect skier les bosses, mais il y a aussi des sauts, puis le trampoline, c'est une manière de pratiquer nos sauts de manière sécuritaire avant de le faire sur les rampes d'eau, en fait, parce qu'on s'entraîne aussi sur les rampes d'eau, qui est en fait un saut qu'on atterrit dans l'eau. Puis après ça, on va sur la neige. Fait que le trampoline, c'est comme la première étape avant d'aller faire un nouveau saut, mettons, sur la neige, tu sais. Je comprends. Fait que oui, on est en charge aussi des cours de trampoline.
ça fait partie de notre curriculum d'encadrer ces entraînements-là. Là. OK, super intéressant. Puis là, moi, tu sais, on en parlait un petit peu il y a quelques instants, encore une fois, après entrevue, tu sais, tu me parlais un peu de la transition d'athlète à entraîneur. Donc, tu as eu une carrière, on va dire émérite, là, avec des participations aux Jeux olympiques. Tu prends ta retraite dans le coin de 2018, si j'ai bien compris. Tu transitionnes à coach. Tu sais, des fois, les gens vont dire qu'un athlète devient coach parce qu'il n'y a rien d'autre à faire et tout ça. Je réutilise un petit peu tes mots. Mais là, comme toi, comment est-ce que t'en es venu justement à devenir coach? Ben, honnêtement, ça a été un peu une réflexion au long terme. Tu sais, comme j'étais en réflexion beaucoup en 2014, en fait. En 2014, c'était comme, je savais pas si je voulais continuer ou arrêter après les Olympiques de Sochi. Donc, à ce moment-là, je me suis un petit peu tournée vers une conseillère d'orientation. On salue Sophie Brassard de l'INS, qui m'a en fait remplir des tests, puis de voir, mettons, c'était quoi mes intérêts, puis tu sais, comme, tu sais, c'était quoi, mettons, par rapport à moi qui j'étais, qu'est-ce que je voulais faire un petit peu dans le futur, là, tu sais, après ma carrière de ski. Puis, quand on m'a sorti des programmes, tu sais, universitaires collégiales ou des emplois, mettons, futurs, ben, tu sais, il y avait comme infirmière, physio, psychologue, ou tu sais, puis elle m'avait sorti le baccalauréat en intervention sportive. Puis moi, tu sais, honnêtement, je savais même pas que ça existait, là, tu sais, ce bac-là, tu sais. Fait que, tu sais, moi, dans le fond, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est la relation d'aide avec les gens, créer des liens, tu sais, puis tu sais, dans le domaine de la santé-ish, là, tu sais, comme, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est le sport. Fait que, tu sais, j'étais comme, tu sais, dans ces genres tu sais, c'est vraiment la relation d'aide, moi, qui venait me chercher beaucoup. Fait que, elle m'a sorti baccalauréat en intervention sportive, parmi d'autres programmes, là, plein d'autres affaires. Fait que là, ben, tu sais, en 2014, je savais pas si je voulais continuer ou pas arrêter. Puis là, j'ai fait, je vais faire 2 ans. Puis là, ben, là, t'es rendu à la moitié de ton cycle olympique. Fait que tu vas continuer. Parce que t'es rendu aussi loin, tu sais. Pourquoi pas? Fait que, au final, ben, ma décision s'est arrêtée avec le baccalauréat en intervention sportive en 2018. Sauf que, moi, quand que j'ai arrêté de faire mon sport, en fait, quand j'ai arrêté d'être athlète, ben en fait, j'étais un petit peu tannée d'être toujours dans mes valises. Fait que j'étais comme, ben moi, je vais faire de l'administration du sport. Tu sais, moi, c'était comme, je voulais comme me déposer à la maison. Je voulais comme avoir un petit job, tu sais, pas de bureau, mais tu sais, comme un peu de même, là, tu sais, c'était comme, moi, je voyais plus comme de la stabilité, là, tu sais. Fait que, moi, je m'en allais vraiment dans la direction plus administration du sport. Puis au final, ben dans le bac, ben c'est pas mal plus un bac dans le coaching. Puis, ben, ça nous apporte à faire 3 stages dans notre bac. Fait que mon premier puis mon deuxième stage, en fait, les 3 stages, on peut les faire en coaching, mais le dernier stage, on peut le faire en admin. Mais moi, j'ai fait mon 3e stage en admin parce que ça me tentait d'explorer ça aussi. Mais bref, dans mon parcours de bac, j'ai dû faire 2 stages en coaching. Puis en même temps, ben, ma job d'étudiante, c'était de faire du coaching. J'étais coach en chef de mon club ici à Québec, là, au centre de ski Le Relais, tu sais. Puis là, ben, je me suis rendu compte, tu sais, j'avais fait du coaching avant. Tu sais, j'avais fait du coaching que, mettons, tu prends un athlète dans ta journée, puis là, après ça, après la journée, tu ne le vois plus, cet athlète-là, parce que c'est comme des camps d'été, tu sais. Fait que je faisais ça un peu sur le site pour me ramasser des sous quand j'étais athlète. Mais là, j'ai vraiment vu c'était quoi, mettons, la progression d'un athlète plus qu'une journée, tu sais. J'allais vécu, là, je les ai vus, mettons, comme atteindre leurs objectifs, avoir une progression, une évolution sur plusieurs fins de semaine, plusieurs semaines, plusieurs mois et années, là, parce que là, j'étais là, j'ai été coach dans mon club pendant 4 ans, tu sais. Fait que ça m'a comme fait, OK, ben cette relation-là que je veux avoir, les liens que je veux tisser avec les athlètes, ben dans le fond, j'aime vraiment ça le faire dans le coaching. Fait que c'est comme ça que j'en suis venue comme, OK, ben du coaching, peut-être que c'est accessible. Puis, ben aussi un enjeu que je voyais dans le coaching, c'est que je connaissais pas beaucoup de femmes qui le faisaient aussi, tu sais, puis pour moi, je ne savais pas si c'était possible nécessairement d'aller faire du plus haut niveau, mettons, en étant femme, parce que on le voit pas beaucoup, tu sais, c'est très rare. Mm-hmm. Mais, en tout cas, de fil en aiguille, je me suis dit, hey, finalement, tu sais, j'aime vraiment ça encadrer des jeunes, de les voir évoluer, grandir, de leur voir, tu sais, de les voir atteindre ces objectifs-là, puis de faire partie un peu de leur cheminement. Ben c'est ça, en fait, qui m'a dit, genre, ben finalement, tu sais, ma passion pour le sport, elle peut être mise en contribution. J'aimerais ça avoir cet impact-là avec les athlètes comme mes entraîneurs l'ont eu avec moi, tu sais. Parce que, tu sais, sans ces entraîneurs-là, tu sais, je me serais pas rendue où j'étais, tu sais. Puis je me dis, wow, tu sais, ils ont tellement eu
un impact important dans ma vie. Ils m'ont tellement aidé, ils m'ont tellement porté que j'étais comme, moi, j'ai le goût de faire ça pour d'autres gens aussi, là. Ah, puis c'est inspirant ce que tu me partages, puis j'entends deux choses. La première, c'est que tu l'as pas fait par défaut, tu l'as fait vraiment de façon délibérée. Puis la partie qui résonne le plus avec moi, puis c'est moi c'est ce qui m'a fait triper, tu sais, justement quand j'avais commencé à coacher du football au primaire. Donc j'étais probablement secondaire 1, secondaire 2 à l'époque à dans le coin de Saint-Georges-de-Beauce pour mettre les gens en situation. Mais tu sais, puis t'enseignes à un athlète, je sais pas si on peut dire un athlète là, de 4e ou 5e ou 6e année, tu sais. Puis là, tu y enseignes, puis là, tu vois finalement qu'il maîtrise la bibliothèque que tu enseignes, puis là, il la fait, puis il la met en exécution. Puis ce petit déclic-là, quand tu vois que hey, les séances ou le coaching qu'on a fait ensemble, le travail qu'on a fait ensemble, ça t'amène à maîtriser le skill. Comme, moi, je trouve que c'est tellement gratifiant. Tu sais, c'est-tu un peu ça qui vient te chercher justement dans la relation d'aide? Ouais, puis, tu sais, j'ai eu la chance de, quand j'ai travaillé au club ici, tu sais, j'avais des athlètes. Tu sais, je veux dire, moi, quand je suis rentrée dans le club, ben là, moi, j'étais nouvelle un peu dans cette sphère-là. Fait que là, j'étais comme, moi, j'ai le goût de coacher tout le monde, tu sais, tous les niveaux. Tu sais, j'étais pas comme genre, donnez-moi les plus vieux, les meilleurs. Tu sais, j'étais comme, donnez-moi ceux-là qui commencent, là. Tu sais, donnez-moi, genre, les petites 6-7 ans, là, que genre, faut que tu leur baisses la barre dans le chairlift avec eux autres. Tu sais, j'étais comme, moi, ça m'a vraiment, j'aimais ça, tu sais, m'occuper de, comme, mettons, toutes sortes d'athlètes, là, tu sais, puis de devoir m'adapter à leur réalité, puis à leur niveau. Ça, j'adorais ça, tu sais. Puis c'était vraiment le fun, justement, de voir, tu sais, parce que, tu sais, j'en ai coaché des plus jeunes, puis là, je les ai vus évoluer dans mon club, puis après ça, comme, là, je suis coach de l'équipe du Québec, puis là, ces jeunes-là sont comme bientôt sur mon équipe, là, tu sais. C'est vraiment cool. Tu sais, c'est pour vrai de voir, mettons, que tu as fait, tu sais, une petite partie de leur cheminement, puis que un jour, tu sais, ça va être, ben, ça va être des excellents skieurs, là, puis ça va être des très bons athlètes, mais tu sais, ça va être que tu as eu ce genre d'impact-là aussi dans leur personne, là, tu sais, comme, tu sais, ça va être des bons citoyens aussi à un moment donné parce qu'ils ont appris à persévérer, mettons, ou tu sais, ils ont appris à être gentils, tu sais, tu sais, il y a ces valeurs-là que je suis contente d'avoir eu un impact sur eux, puis c'est comme ça un peu, c'est comme ma drive aussi, là, tu sais. Ben oui. Puis juste leur apprendre, tu sais, le désir de se dépasser, de s'améliorer, de travailler, de pratiquer. Puis quand tu fais ça, tu sais, tu peux atteindre aussi des objectifs dans un certain sens, tu sais. Mais là, puis en fait, je pense que tu as un peu répondu, mais je suis curieux un peu d'aller encore plus loin là-dedans, tu sais, comme c'est quand même particulier, je crois, parce que j'oserais dire, là, j'ai pas de données scientifiques pour backer ce que je veux dire là, que la plupart des athlètes qui atteignent le niveau olympique, même je veux dire le niveau professionnel, veulent pas nécessairement retourner avec les jeunes, tu sais. Comme, c'est quand même particulier que tu décides de t'intéresser à ça, puis je te lève mon chapeau parce que ça en prend, puis je pense que dans plusieurs contextes, on devrait être encore plus soucieux de mettre les meilleurs coachs avec les plus jeunes, justement, parce que c'est là que ça part, tu sais, en bout de ligne. Ouais, puis tu sais, je veux dire, c'est la base de la pyramide, c'est en fait, tu sais, les plus jeunes, leur apprendre des bases, puis tout ça. Fait que, tu sais, ça, c'est super important, là, tu sais, quand je regarde, mettons, moi, je suis comme un peu plus haut dans la pyramide maintenant avec mes athlètes des équipes provinciales, mais tu sais, à ce niveau-là, au plus bas niveau, tu sais, c'est super important d'avoir des bons entraîneurs parce que c'est des entraîneurs qui vont donner la flamme. Tu sais, c'est ces entraîneurs-là qui vont donner la drive à ces athlètes-là de vouloir continuer. Tu sais, moi, je me souviens encore de mes entraîneurs quand j'avais 7-8 ans, là, tu sais, je m'en souviens encore, puis c'est comme l'animateur de camp de jour que tu as eu quand tu étais au camp de jour l'été. Son nom, c'est Pirouette, puis tu t'as trippé sur lui parce qu'il était cool. Puis, tu sais, non, mais c'est la même chose. Tu sais, c'est comme tu leur donnes tellement un environnement qui trippe, qui ont du fun, puis qui ont le goût de continuer à s'impliquer, ben que ça va faire en sorte que, tu sais, dans le DLTA, c'est ça au final, l'étape finale, c'est le sport pour la vie, là. Fait que, tu sais, je veux dire, au final, c'est le but, c'est comme d'avoir des personnes qui vont rester impliquées, qui vont vouloir faire ce sport-là, là, tu sais, le plus longtemps possible, puis qui ont du plaisir à le faire, là. Tout à fait. Puis, tu sais, le plaisir, je suis sûr que tu es encore mieux placé que moi pour le dire, mais comme d'apprécier ton sport puis d'avoir la flamme, ben, ça te garde motivé, ça pente quand il fait moins 32 puis que des fois, tu n'as peut-être pas le goût de te pointer parce que c'est ta 46e séance d'entraînement consécutive. Mais ça t'est jamais arrivé, là. Je suis sûr que ça t'est jamais arrivé. Mais ça serait peut-être un autre sujet, là, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des hauts puis des bas, peu importe dans n'importe quelle sphère, entraîneur ou athlète, il y en a aussi, là, mais je pense qu'il faut se souvenir des beaux moments.
Ben oui, certainement. Puis en fait, tu sais, j'écoutais, en fait, par temps libre, là, il y en a peut-être qui vont dire que j'ai rien à faire, mais moi, je trouve ça super intéressant. J'explore un peu la philosophie, tu sais, stoïque, tu sais. Puis l'influenceur, là, je pense pas que dire ça, ça représente vraiment un peu la qualité de ses interventions. Mais le point avec ça, il dit, c'est comme, il faut que tu aies les bas, faut que tu aies les frustrations pour apprécier les hauts, pour apprécier les joies, pour apprécier les réussites, tu sais. Puis si t'as pas la journée à moins 32, qui c'est que ta 46e journée d'entraînement consécutif, ben tu peux pas apprécier la fois que tu as une descente par une journée qui fait moins 5, c'est super beau, puis que tu réussis le meilleur temps de ta vie ou le meilleur saut de ta vie, tu sais. Mais parlant justement de ton parcours d'athlète puis du développement à long terme de l'athlète, la première question vraiment officielle là, de la conversation que j'avais pour nous autres, c'était parle-moi un peu du moment le plus mémorable de ta carrière, que ce soit un voyage ou une compétition qui t'a vraiment le plus marqué. Il y en a tellement des beaux moments, là, puis des trucs qui sont marquants. Je pourrais te parler de mes 3 participations aux Jeux olympiques, mais moi, je vais te dire qu'un point tournant, en fait, dans ma carrière, ça a été quand j'ai pas été aux Olympiques de Vancouver. Ouais, parce que, on parlait justement de les journées à moins 30, puis dans le vent, puis il fait froid, puis ces moments-là qui sont plus difficiles, ben ça fait en sorte que oui, on apprécie les beaux moments, mais moi, en tout cas, ça m'a drivé, ça m'a vraiment donné la motivation de continuer, tu sais. Fait que, tu sais, je dis pas que c'est de manquer les Olympiques à Vancouver, c'est le fait saillant de ma carrière, mais ça a été vraiment un point tournant pour, mettons, être skyrocket, mettons. Tu sais, ça a été comme, mettons, je sais pas comment dire, mais ça a été la rampe une fusée, là, tu sais, c'est comme, pour moi, ça m'a vraiment réveillée, puis je me suis dit, OK, ben les prochaines étapes, ben moi, je suis encore à prouver, mettons, puis, tu sais, malgré les step back, ben, tu sais, moi, j'ai le goût de persévérer là-dedans, puis ça m'a donné la motivation nécessaire pour être une meilleure athlète, là, tu sais. Fait que c'est sûr que, tu sais, toutes mes Olympiques, il y a de quoi que je peux en ressortir de chacun, tu sais. En 2006, quand j'avais 17 ans, je veux dire, j'étais arrivée là avec comme un cheveu sur la soupe, là, tu sais, comme, même moi, je savais pas qu'est-ce que je faisais là, tu sais. Fait que tu sais, il y a comme un apprentissage à chaque cycle olympique, mettons, comme je peux le dire, qui sont saillants, mais qui ont fait en sorte que, tu sais, j'ai fait des apprentissages qui m'ont vraiment aidé un petit peu, soit dans ma carrière d'athlète ou encore dans mon coaching, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est sûr, là, tu sais, les médailles, tu sais, c'est ça que les gens se souviennent plus, tu sais, comme toutes les participations aux championnats du monde et tout ça, mais je pense que les apprentissages qui vont plus me marquer, c'est souvent quand que je me suis plantée puis je me suis relevée, tu sais, ou bien quand j'ai eu un step back puis il a fallu que je persévère, ou tu sais, des trucs comme ça. Mais, tu sais, je veux dire, il y a plein d'endroits magnifiques, là, tu sais, nous autres, on est des skieurs, fait qu'on on travaille dans les montagnes, tu sais, fait que nécessairement, tu sais, on va dans des endroits qui sont magnifiques, tu sais, on est capable de vivre des cultures aussi, comme aller au Japon, tu sais, je veux dire, j'aurais peut-être jamais fait ça, j'avais pas eu ma carrière d'athlète, puis c'est des beaux endroits, puis je recommande tout le monde d'aller faire un peu de ski là-bas dans leur temps libre, mais tu sais, il y a vraiment plein d'endroits ou des moments qui font en sorte que, tu sais, c'est tout des faits saillants, mais ce que j'en retiens aussi beaucoup, c'est les moments qui m'ont permis de grandir, puis les personnes avec qui j'ai partagé ces moments-là, tu sais. Fait que là, on parle d'entraîneurs, tu sais, c'est sûr qu'il y a des entraîneurs beaucoup, mais il y a beaucoup des coéquipiers ou des rivaux aussi dans d'autres pays, ou tu sais, des amis qu'on se fait à travers les années qui font en sorte que ça, pour vrai, c'est le vrai point saillant. C'est les amitiés puis les personnes que tu rencontres dans ton cheminement, là, tu sais. La vie, c'est le monde qui t'entoure, tu sais, en bout de ligne. Si ça fait pas de sens, là, des fois, puis il y a une de mes amies proches, tu sais, qui partage sur la citation, tu sais, en anglais, c'est « Happiness is only real when shared » ou quelque chose comme ça. J'allais dire la même chose. Ouais, c'est vrai. Puis, ben justement, comme, est-ce que tu as un shout-out à donner, tu sais, justement, à un coéquipier, une coéquipière, un rival qui t'a marqué puis qui a un impact profond sur ta carrière? Ah, mais pour vrai, il y en a, tu sais, je pense que ça va l'air vraiment quétaine, ce que je dis, là, mais tu sais, en ski de boss, plus spécifiquement, ben, tu sais, en ski acrobatique, c'est un sport individuel, mais on s'entraîne ensemble tout le temps. On voyage ensemble, on habite ensemble. Fait que les filles avec qui, mettons, j'ai chambré dans les camps d'entraînement, les compétitions, c'est les personnes que, mettons, peu importe dans ta vie où tu vas être, ces personnes-là vont avoir tellement un rôle important où ils vont tellement être là, tu sais, ils vont être là pour toi,
parce que tu vas avoir vécu des épreuves avec ces personnes-là, des défaites ou, tu sais, des beaux moments, puis que tu partages ça ensemble, puis tu sais, je veux dire, quand tu es dans une chambre avec cette personne-là, ben, crème, vous n'avez pas le choix de vous parler, vous n'avez pas le choix de tisser des liens, tu sais. Fait que ça serait dur de faire des shout-outs à une personne, mais tu sais, il y a des coéquipières avec qui je suis encore très proche, même 10, 15 ans après, justement parce qu'on a vécu des choses ensemble, puis c'est comme, tu sais, c'est tellement fort, puis c'est tellement des liens serrés, tu sais, que j'ai l'impression que ces amitiés-là, ils se déferont jamais, là, tu sais. Je te suis. Puis il y a quelque chose au lien que tu bâtis avec une personne qui est probablement différente de toi à plusieurs niveaux, mais que tu partages le grind avec elle. Tu partages les descentes. Je vais prendre des exemples dans ton contexte, mais les descentes à -32, les voyages que tu n'as peut-être pas le goût de faire pour différentes raisons, des bonnes et des mauvaises et tout ça, parce qu'on est en processus d'apprentissage et tout ça. Puis parlant du processus d'apprentissage, il y a 2 éléments que tu as partagés par rapport un peu à ta carrière sur lesquels je veux revenir. Le premier, c'est, tu t'as mentionné, je suis arrivé à 17 ans comme un cheveu sur la soupe, puis je savais pas vraiment qu'est-ce que je faisais là, tu sais. Comme, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, c'est que dans le fond, moi, j'ai toujours rêvé des Jeux olympiques, mettons. C'est comme tu sais, quand j'étais plus jeune, tu sais, je sais pas t'as quel âge, François, là, mais tu sais, il y avait des concours de dessin, là, dans les commissions scolaires, ça te dit quelque chose? Ouais. Ben, moi, j'avais fait un dessin à un moment donné, là, dans le cours ben, pas dans le cours, mais en cours d'art plastique, mais tu sais, ça a été comme le concours de dessin, puis tu sais, j'ai pas gagné, là, inquiétez-vous pas, là, je suis meilleure en ski que je suis meilleure en dessin. Puis, je m'étais dessinée en train de sauter par-dessus les anneaux olympiques, là, tu sais. Fait que, tu sais, moi, j'ai toujours, comme, trouvé ça vraiment cool. Puis, tu sais, j'ai regardé les Olympiques, puis j'étais comme, wow, c'est donc bien hot. Puis, tu sais, j'ai vu des filles compétitionner dans les grands jeux, puis j'étais comme, wow, c'est donc bien inspirant. Puis, tout ça, puis j'ai toujours voulu faire ça. Mais quand que je suis arrivée, mettons, sur l'équipe canadienne à l'âge de 16 ans, comme là, j'étais comme, OK, ben là, fait que là, je fais des coups du monde. Puis, tu sais, comme, un peu nonchalante, tu sais, comme pas trop savoir. Ah, ils m'ont donné un spot pour faire une Coupe du monde. J'étais comme, ah, ben cool. Tu sais, genre, tu sais, pas trop penser plus que ça. Fait que là, ils te donnent un spot pour aller faire, parce que, tu sais, il faut que tu gagnes ta place pour les Coupes du monde. Il faut que tu gagnes ta place pour les Jeux olympiques. Fait que là, tu fais des Coupes du monde. Ah, ça va bien. Puis là, l'année d'après, ben, tu recommences l'année, mais là, t'as ta place pour faire toutes les Coupes du monde. Puis là, t'es l'année olympique, t'es comme, OK, fait que là, c'est comme vraiment, comme peut-être réel, là, tu sais. Moi, je réalisais pas nécessairement que c'était tangible, là, tu sais. Fait que quand que je me suis qualifiée pour les Olympiques, j'étais comme l'avant-dernier spot pour y aller, tu sais. Puis à 17 ans, mais tu sais, je veux dire, moi, personnellement, je me voyais pas là aussitôt dans mon cheminement. En fait, je sais pas où c'est que j'étais supposée de fitter ça là-dedans. Là. Je m'étais pas posé la question plus loin que ça. Mais c'est ça, j'étais arrivée là, puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais là? Comment j'ai fait pour me rendre là? Tu sais, moi, mentalement, j'étais pas là nécessairement. Tu sais, skills-wise, tu sais, virage de gauche, virage de droite, saut, tu sais, c'est comme d'hab, là, tu sais, c'est comme rien de spécial, tu sais, une piste de bas, c'est une piste de bas, j'en ai skié plein dans ma vie, c'est correct, tu sais. Mais, tu sais, mes parents étaient pas prêts pantoute, là, mes parents, genre 2 semaines avant, OK, il faut booker les billets d'avion, on s'en va au jeu, on s'en va en Italie, là, tu sais, amener mon frère, tu sais, c'était comme genre la grosse affaire, tu sais, puis moi, j'étais comme, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, là, tu sais. Fait que, tu sais, d'arriver là, tu sais, c'est comme je te dis, un cheveu, ça soupe dans le sens que, tu sais, j'étais l'avant-dernier spot pour y aller, fait que, tu sais, c'était une surprise pour moi, puis pas mal pour mon entourage. Et même quand je suis arrivée là, je me souviens d'avoir parlé avec le psychologue de l'équipe qui est là, qui nous a encadrés, puis j'ai comme fait, tu sais, un peu comme je comprenais pas trop comment j'avais fait pour me rendre là, puis je comprenais pas comment ça pouvait bien aller si j'avais pas mis autant d'efforts, parce que j'avais l'impression que j'avais pas fait autant d'efforts que mes coéquipiers, parce que mes coéquipiers, mettons, étaient beaucoup plus sérieux dans leur préparation, puis moi, j'avais comme juste l'impression que je faisais juste du ski, tu sais, fait que, en même temps, c'est pas mauvais, là, tu sais, c'est juste que moi, dans ma tête, j'étais rendue l'élite, puis là, j'étais comme, je m'étais pas full entraînée comme l'élite, tu sais, fait que c'était plus ça, tu sais, mais le psychologue de l'équipe m'avait dit, tu sais, tous les chemins mènent à Rome, c'est juste que toi, t'as juste pris un shortcut, c'est ça qu'il m'avait dit. Fait qu'à ce moment-là, ça m'avait un petit peu rassurée dans le sens que, tu sais, peu importe comment je me suis rendue là, ben, tu sais, en haut de la piste, ben, j'étais là, puis, tu sais, j'avais ma place, puis, tu sais, tout ce que j'avais à faire, c'est du ski, là, tu sais. Fait que ça m'avait beaucoup rassurée parce qu'à ce moment-là, j'étais très insécure, puis j'étais comme, aïe, il me semble que c'est allé très vite, puis, tu sais, comme je te dis, la compréhension de ce que ça prenait pour aller là, on aurait dit que je l'avais pas, mais au final, j'étais là. Mhm. Mhm. Puis,
C'est fou comment est-ce que, tu sais, quand tu dis que t'es un peu, c'est comme si ton billet pour les Olympiques était pas légitime parce que t'avais pas mis autant de travail que les autres. Mais tu sais, je pense que c'est une notion qu'il faut jamais oublier des fois que on n'est pas jugé, que ce soit à l'école, dans nos examens ou dans le ski acrobatique, sur la quantité de travail qu'on a mis. On est jugé sur l'efficacité qu'on a à répondre aux questions dans un examen à l'école ou bien à exécuter les techniques puis à descendre la pente le plus rapidement possible dans ton sport, tu sais. Puis c'est là que, tu sais, puis c'est super intéressant ce que tu as partagé. Puis ce qui m'intéresse encore plus, c'est qu'est-ce que tu en as appris, retiré, / changé par la suite? Parce que j'imagine que tu arrives à 17 ans, tu as une conception X, là, tu ne fais pas sélectionner pour les Jeux de Vancouver, tu continues par la suite, tu retournes aux Jeux. Comme, qu'est-ce que tu as appris un peu de cette première expérience-là que tu as amené dans ton baluchon, justement, pour la suite de ta carrière? Ben, c'est sûr que, mettons, après cette première expérience olympique, je m'étais dit, ah, ben là, je sais à quoi m'attendre, tu sais. Parce que, tu sais, quand on arrive aux Jeux olympiques, c'est comme, tout est 100 fois plus gros, tu sais, c'est comme, ça arrive une fois aux 4 ans, t'as comme tout le spotlight sur toi, puis tu sais, il y a une certaine pression qui vient avec ça, tu sais. Mais, après ces Olympiques-là, fait que, tu sais, je me suis dit, ah, ben là, je vais mieux être préparée, je vais mieux me préparer pour les prochains Jeux olympiques, tu sais. Mais, tu sais, je veux dire, quand que je suis arrivée à Vancouver, tu sais, c'est sûr que c'était les Olympiques à la maison, puis il y avait une énorme pression encore additionnelle du fait que c'était à la maison, tu sais. C'était chez nous, c'était à Vancouver. Puis là, j'étais comme, ah, mais j'avais déjà fait les Olympiques. Fait que là, c'était comme si c'était expected ou c'était je devais être là aux Olympiques de Vancouver, tu sais. Fait que nécessairement, mes attentes envers moi-même étaient vraiment grandes, là, tu sais. Puis, bref, j'avais l'impression probablement que c'était pas que je me suis assise sur mes lauriers, là, mais tu sais, c'était comme les efforts étaient pas nécessairement à la hauteur que ce que ça aurait dû être. Mes performances n'étaient pas à la hauteur que ce que ça aurait dû être parce que nécessairement, quand tu vas aux Jeux olympiques, ben, tu te bats contre, ben oui, c'est sûr que dans la compétition, tu es comme les meilleurs dans les autres pays, mais la sélection pour les Jeux olympiques, tu te bats contre les athlètes dans ton équipe. Ouais. Tu te bats contre tes amis, tu te bats contre tes coéquipiers, tu te bats comme des athlètes de d'autres disciplines. Fait que ça, je te dirais que c'est vraiment tough, puis c'est un stress qui est vraiment plus grand que nécessairement la performance, la descente de ski aux Jeux olympiques. Une fois que tu es rendu là-bas, il n'y a rien là. Honnêtement, là, je dis ça de la manière la plus anodine. Tu sais, comme ça, vous allez me dire, tu sais, elle prend ça vraiment à la légère, mais c'est vraiment juste une descente de boss comme t'en as fait tout plein de fois dans ta vie, là, tu sais. Fait que la sélection pour les Jeux olympiques, c'est ça qui est le plus stressant. Puis je pense qu'il y avait beaucoup de pression jusqu'à Vancouver qui ont fait en sorte que, mettons, mes performances étaient vraiment pas à la hauteur que ça aurait dû être. Fait que c'est sûr que ça a été un défi pour moi après ça de dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, c'est quoi la suite des choses, là, tu sais, parce que moi, j'ai vu ça comme, pour vrai, j'étais très, tu sais, il y avait beaucoup de pression, puis il y avait beaucoup, mettons, j'avais l'impression que je laissais tomber beaucoup de personnes en n'allant pas aux Jeux olympiques de 2010, tu sais. Fait que pour moi, ça a été vraiment dur parce que j'étais comme, OK, fait que là, j'ai laissé tomber tout le monde, mais j'étais comme, non, c'est pas ça. Après ça, je me suis rendu compte que c'était pas ça, tu sais. C'était comme, les gens qui sont fiers de toi vont être fiers de toi, tu sais. Peu importe ce qui arrive, tu sais. Puis là, après ça, j'ai compris ça. Tu sais, après ça, je me suis dit, hey, those who mind don't matter ou those who matter don't mind, tu sais. On pourrait mettre une traduction là-dessus, grosso modo en français, mais tu sais, c'est comme ta famille, tes amis, tes proches, là, tu sais, que tu les fasses pas, tes Jeux olympiques, ils vont te supporter no matter what, là, tu sais. Puis ça, j'ai compris ça en 2010. C'est ça que j'ai compris, puis ça m'a tellement aidée pour la suite parce qu'au final, je me suis dit, je le fais juste pour moi, là, au final, là, tu sais, c'est comme, oui, j'ai de la motivation, j'ai full motivation, mais au final, c'est moi, là, c'est ma satisfaction à moi, c'est mon plaisir à moi, c'est pour ça que je le fais, tu sais. Fait que c'est ça le plus gros shift que j'ai eu après les Olympiques de 2010, malgré je veux dire une défaite, mais de la déception, en fait. C'est que ça m'a tellement drivé pour la suite que ça a été comme, mettons, comme j'ai dit tantôt, ça a été une rocket que j'ai comme fait, OK, ben voici comment ça va se passer dans le futur, puis comme, on va faire tout en son possible pour que moi, je m'éloigne pas trop de mon plaisir du sport, là.
Puis c'est tellement intéressant comment est-ce que dans les moments difficiles de notre carrière, on reconnaît justement les gens qui sont dans notre coin. On prend l'analogie de boxe, là. C'est le monde qui sont dans ton coin, peu importe. Puis c'est tellement rassurant, tu te rends compte que comme, hey, le monde, ils vont être là pour moi. La Terre va continuer de se lever, va continuer de tourner. Le soleil va continuer de se lever, la Terre va continuer de tourner malgré tout et tout ça. Puis justement, comme quand tu dis que ça doit été ton tremplin pour on va dire la deuxième partie de ta carrière, je sais pas si tu l'avais vu comme ça un petit peu, là, mais comme justement, comme les 2 Jeux olympiques subséquents, comme avant qu'on justement on plonge vraiment dans ta carrière de coach, qu'est-ce qui a justement le plus changé? Puis quand tu as dit là, tout à l'heure comme ben je vais mieux me préparer, comme ça veut dire quoi justement être mieux préparé dans les années subséquentes? Puis en fait, avant d'aller là, un élément que je viens de retrouver un peu dans mon esprit, puis qui renvoie un peu au début, c'est quand tu mentionnais la relation d'aide au départ. Je pense que ce que les gens réalisent pas, puis que tu viens de nommer, c'est que c'est difficile d'être en compétition directe avec ta co-chambreuse. Tu sais, tantôt, tu me mentionnais qu'une des affaires les plus riches de ta carrière, c'est tes coéquipières. Mais en bout de ligne, c'est comme c'est elle que tu as à battre ou non pour faire l'équipe. Puis dans certains pays dans le monde, dans certains sports, dans certains pays dans le monde, faire ton équipe nationale, c'est plus dur que de bien faire aux Olympiques jusqu'à un certain point. Puis là, on a des exemples au Canada que je ne nommerai pas là, parce que je ne veux pas rentrer dans les détails des situations privées. Mais ça peut être vraiment difficile, puis c'est crève-cœur de dire comme, hey, faire mon équipe nationale, là, c'est vraiment difficile. Puis là, clairement, gagner une médaille aussi, c'est clairement difficile, que tu es mieux placé pour comprendre, mais naviguer cette tension-là, parce que c'est difficile aussi parce que c'est une tension qui est quotidienne. Tu partages la cafétéria, tu partages la pente, tu le vois à chaque fois que toi, tu te plantes, puis l'autre se plante pas, et vice-versa, et tout ça. Tu vois les progrès qu'ils font, les manœuvres qu'ils font, les variations qu'ils doivent ajouter à leur saut. Puis là, on est rendu pas mal à l'étendue de mes connaissances techniques en ski acrobatique, là, mais on se comprend, tu sais. Puis ça, je pense que de naviguer cette tension quotidienne-là, c'est quelque chose qu'on nomme peut-être pas assez souvent, puis qu'il faut peut-être davantage éduquer nos athlètes. Puis je pense à juste mon expérience d'athlète. Moi, la première fois quand je suis arrivé, il y a un de mes coéquipiers qui était le numéro 1. Moi, j'arrivais avec une recrue qui avait quand même bien performé au niveau collégial, si on veut, destiné à prendre le spot à court, moyen terme. Puis lui, il était en train de me feeder de l'info pour m'aider justement à mieux comprendre les stratégies. Puis là, j'ai dit à un moment donné, Mike, là, comme, il dit, tu sais, Mike, comme, pourquoi tu fais ça? Ben, il dit, oui, je sais, Frank, que comme ça va bien tes affaires, mais comme, si toi, tu deviens meilleur, je deviens meilleur, tu sais. Puis je vais toujours reconnaître, j'en ai encore des frissons aujourd'hui, je dis, hey, combien de vétérans partant numéro 1 auraient eu cette approche-là, puis auraient été capables de naviguer? Je pense que ça représente beaucoup la personnalité de Mike, puis les valeurs qui sont ancrées en dedans de lui. Mais tout ça pour dire que, c'est pas tout le monde qui a l'approche, puis pas nécessairement parce que les gens sont méchants, mais parce qu'à un moment donné, comme t'es dans le sport parce que tu veux réussir, tu sais, je pense que tu l'as mentionné. Puis de deux, comme, c'est pas évident de naviguer ça pendant, dans certains cas, 4-5 ans, dans ton cas, comme de 2006, si mes mathématiques sont bonnes, jusqu'à 2018, donc 13 ans, tu sais. Ouais. Comme, c'est pas facile. Mais je pense que ce qu'il y a à retenir là-dedans, puis je pense que ce que je m'en rendais pas compte nécessairement quand j'étais athlète, c'est que le genre de compétition qu'il y a à l'intérieur d'une équipe, puis tu sais, je veux dire, il y en a que ça va être des conchambreuses, ça va être des coéquipières ou tu sais, des rivales, tu sais, quasiment, là, tu sais. C'est que quand on veut être meilleur, chacun de son bord, tu sais, mettons, je m'entraîne sur un nouveau saut, puis je veux vraiment le peaufiner, mais moi, ça me donne le goût aussi d'être la meilleure version de moi-même. Tu sais, c'est comme si le groupe en tant que tel, même si on est un sport individuel, chacun ensemble va essayer de s'élever eux-mêmes, ça va élever le groupe aussi, tu sais. Fait qu'il y a vraiment de quoi aller chercher dans cette genre de quête de l'excellence en groupe que j'essaye aussi, mettons, dans mon rôle d'entraîneur, de le faire avec mes athlètes, là, tu sais. C'est pas facile, là, de mettre ça en place, là, tu sais. C'est vraiment, vraiment pas facile. Puis je pense qu'il y a c'est essais-erreurs peut-être aussi, puis les athlètes ont beaucoup à voir là-dedans aussi, mais moi, j'étais là-dedans, puis je m'en rendais même pas compte, là, tu sais. C'est comme si t'es tellement dedans que tu sais, moi, tu veux juste être meilleur skieur, tu sais, meilleure skieuse, puis tu sais, en étant meilleur, mais ça rend ton coéquipier ou ta coéquipière meilleure, tu sais. Fait qu'ensemble, en groupe, vous êtes meilleurs. Fait que c'est ça comme ça que, tu sais, je vais pas vanter le Canada en ski acrobatique, mais on a été vraiment bons vraiment longtemps, tu sais, parce qu'on avait des équipes qui étaient très fortes, puis on avait une belle unisson dans le groupe aussi, là. Ah, c'est beau à entendre. Puis justement, tu m'as fait une belle passe à la palette pour utiliser l'analogie du hockey, mais justement, comme si on rentre plus dans ta carrière d'entraîneur en tant que tel, c'est quoi peut-être le plus grand défi ou ta plus grande erreur dans ton parcours de coach jusqu'à maintenant?
My God, c'est une bonne question. Un défi, je pense que, tu sais, un défi dans la vie ben, plus récemment, mettons, je te dirais, ça a été de mettre mes limites. Quand j'ai commencé comme entraîneur, j'ai voulu beaucoup en faire, puis dire oui à tout, me mouiller, tu sais, comme faire tout, là, tu sais, comme je voulais m'impliquer là, je voulais m'impliquer là, puis tu sais, c'est pas parce que, tu sais, c'est parce que j'aimais ça, puis je voulais en faire, puis je voulais comme gagner de l'expérience aussi, surtout à mes débuts, tu sais, fait qu'à un moment donné, ben, tu sais, ça l'épuise un petit peu, puis ça devient un petit peu fatigant, tu sais, mentalement et physiquement de faire tout, parce que fut un temps, quand j'ai commencé à être entraîneur, tu sais, je travaillais dans quelques structures différentes, fait que ça faisait en sorte que j'avais pas beaucoup de journées de congé, fait que, tu sais, de mettre ses limites dans son travail, que ce soit, mettons, ben, de prendre des congés, puis juste pour avoir un meilleur équilibre de vie, ben, pour moi, c'est un défi constant, mais que je deviens de mieux en mieux parce que je suis en train de lire, excuse-moi, écouter un livre audio en ce moment qui parle de ça, c'est Set Boundaries, Find Peace, là. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler, Non? mais tu sais, pour moi, c'est un gros défi, là, tu sais, puis c'est un défi que j'ai depuis longtemps, mais que j'apprends à apprivoiser, je dirais. Ouais. Mais pour moi, c'est important parce que sinon, si je dis oui à tout, puis que je me donne pas des limites ou que je communique pas mes limites, ben c'est que je vais en faire trop. Uh-huh, Puis à un uh-huh. moment donné, c'est que je suis très fatiguée, puis il faut que faut que mon temps est important, mon temps de récupération aussi est important, comme il était important quand j'étais athlète, là, tu sais. Fait que c'est ça mon défi, là, je mets des guillemets, là, parce que je sais pas si c'est un défi ou c'est comme comment je pourrais dire ça? C'est pas une erreur non plus, là, c'est vraiment un apprentissage, en fait, c'est ça. Uh-huh. Mais il y a une tendance aussi, puis c'est intéressant, c'est un peu la malédiction des personnes qui sont altruistes ou tout ça. J'en ai quelques-unes des personnes comme ça dans mon entourage, puis c'est comme, tu sais, ils veulent aider, puis ils se rendraient malheureuses à aider les autres jusqu'à un certain point. Mais l'affaire, c'est un peu ce que tu sembles vouloir dire, là. Je veux pas te mettre des mots dans la bouche, corrige-moi si c'est pas le cas, mais c'est de dire qu'à un moment donné, si tu veux être capable d'aider les gens pendant ta carrière au complet, tu sais, si tu peux pas le faire juste pendant 2 ans, ben c'est important de mettre ses limites, justement. Puis, tu sais, je parlais avec un coach de water polo à succès, justement, aux États-Unis, tu sais, puis lui mentionnait que, justement, l'enjeu des coachs, des fois, c'est qu'ils veulent tellement aider qu'ils vont comme tout faire pour l'athlète. À un moment donné, c'est comme, oui, il faut que tu fasses beaucoup de choses pour l'athlète, c'est ta job, puis ça nous fait plaisir, c'est gratifiant. Mais à un moment donné, c'est comme, il faut que tu l'aides jusqu'à un certain point, parce que là, l'athlète, il faut quand même qu'il fasse un pas, là, tu sais, puis dans le pas, c'est un pas vers la solution, un pas vers l'alternative que tu as proposée, parce qu'en bout de ligne, faut pas que tu remplaces l'autonomie que l'athlète doit développer, tu sais. Puis là, justement, bon, tu lis ce livre-là, tu sembles y réfléchir quand même beaucoup. Là, je vais peut-être avoir une suggestion à te donner par la suite. Moi, j'ai adoré Give and Take de Adam Grant par rapport à OK. ça, parce qu'il parle comment est-ce que, tu sais, en bout de ligne, les gens qui ont du succès, selon sa définition, c'est des givers. Puis des givers, c'est des gens qui aiment donner de leur temps, donner de leur expertise, puis partager avec les autres. Mais il dit, le problème avec les givers, c'est qu'ils vont souvent se brûler. Parce qu'ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils donnent. Les gens en profitent. Il y a des gens qui embarquent les autres, puis là, comme ils soutirent tout ce qu'ils ont. Fait que là, ils se brûlent dans un certain sens. Ou de l'autre, c'est comme ils vont se rendre malheureux à donner tout le temps. Puis ce qu'il mentionne, qui résonne fortement à ce que tu viens de dire, c'est de dire, ben, les givers qui ont du succès à travers leur carrière, c'est eux qui sont, puis là, j'ai pas l'expression exacte, c'est les donneurs qui s'imposent des limites. Puis c'est dire, OK, regarde, ça va me faire plaisir de participer à ton événement, mais voici un peu dans le cadre dans lequel je peux le faire, sinon, comme faut que je respecte les Ouais. engagements que j'ai déjà, tu sais. Puis je pense que, tu sais, ce qui est important aussi, c'est que, tu sais, oui, moi, je veux donner beaucoup à mes athlètes, à ma communauté, mais mettons, si moi, je suis fatiguée ou si, mettons, je me rends jusqu'au bout de mes limites puis que je suis plus bien là-dedans, ben c'est qui va prendre, tu sais, comme, moi, je vais prendre soin des athlètes, mais qui va prendre soin de moi, tu sais? C'est comme, non, mais tu sais, si moi, je suis pas bien puis j'ai une fatigue accumulée puis tu sais, je veux dire, j'ai de la difficulté à entraîner mes athlètes ou à les encadrer, tu sais, d'avoir la patience même de m'occuper d'eux autres, ben c'est que, tu sais, c'est qu'à un moment donné, il faut que moi, je sois capable de me dire: «Ralentis», puis pour prendre un break, pour que, mettons, te reposer parce que moi, si je suis pas capable de prendre soin de moi, je serais pas capable de prendre soin des athlètes. Mhm. Puis Mhm. ça, on oublie souvent ça, puis c'est super important parce qu'au final, si tu as du plaisir dans si tu es bien dans ton travail, puis dans ton coaching, dans ta bulle, puis avec tes athlètes, ben c'est sûr que, en tout cas, en va en découler aussi
un bien-être pour eux autres, les athlètes, puis aussi des meilleures performances, là. Puis pour les entraîneurs ou les professionnels qui t'entendent, qui ont un peu le même enjeu de limite, puis je pense que c'est quand même assez prévalent dans le sport parce que tu rentres dans le coaching parce que tu aimes ça aider les autres, là, tu sais, généralement. Comment est-ce que tu t'y prends justement pour surmonter ce défi-là? Oh my God, c'est une bonne question parce que je pense pas que j'ai nécessairement la chose qui va, faire en sorte que ça va régler tous les problèmes, en termes de mettre ses limites. Mais, je pense que c'est d'être capable de bien communiquer dans le fond, tu sais, mettons, heu, ah ben moi je veux, tu sais, c'est important pour moi de travailler, dans des heures, régulières quand je suis à la maison. Donc, tu sais, d'avoir un horaire, tu sais, juste d'être clair dans ce qu'on peut faire, tu sais. Parce que je pense qu'à un certain point, en tout cas personnellement, j'ai été très disponible dans le passé. Fait qu'il y avait comme pas de limite à quand est-ce que je pouvais être, rejoignable, mettons. Exemple, ça c'est vraiment juste un exemple. Donc pour moi, ça a été de communiquer mes heures où je vais travailler dans des journées normales de travail. Mettons quand je suis à la maison, je fais de l'administration sur mon ordi, tu sais, des heures normales de travail comme une personne qui travaille à l'extérieur du coaching. Mais quand je suis avec vos athlètes en camp d'entraînement, tu sais, c'est sûr que je suis rejoignable tout le temps, là. Je suis avec vos enfants, là, tu sais, c'est comme oui, on parle de parents, mais tu sais, mettons, je suis avec vos enfants, tu sais, c'est normal que s'il y a une urgence, tu sais, vous pouvez communiquer avec moi, mais tu sais, de mettre des certaines limites par rapport au temps consacré au travail, ça, c'est vraiment important, puis ça doit être communiqué. Puis c'est Mhm. comme accepter aussi de comme être ferme aussi des fois. Moi, j'ai de la misère avec ça, d'être ferme dans mes demandes aussi, puis de comme être, comment je pourrais dire? Comme d'être, constante avec ça aussi, là, tu sais, c'est comme Ouais. c'est important. Fait que j'ai pas de secret, tu sais, je suis en apprentissage comme je te dis, puis essai-erreur un petit peu, puis je pense que d'être capable de communiquer nos besoins, c'est ça qui va faire en sorte que nos limites vont être un petit ou de communiquer nos besoins, mais aussi de pourquoi aussi on le fait comme ça. Puis, tu sais, de juste avoir un peu plus, une compréhension de l'idée derrière tout ça, c'est quoi, tu sais? Mhm. Puis ça revient à comme mon équilibre de vie, me recharger mes batteries, mettons, là, tu sais, c'est toutes des raisons que peut-être qu'il y en a qui réalisent pas, mais qui sont importantes en tout cas pour moi, en tout cas, c'est important. Ben, un, pour ta durabilité, puis deux, en même temps, tu es sur une montagne avec 15 enfants, là, je veux dire, je sais pas si c'est ça exactement le contexte, mais à un moment donné, c'est parce que c'est important que ta batterie elle soit chargée, là. Tu sais, moi, j'en ai 3 à la maison à temps plein, puis je les adore, là, puis je les aime à en mourir, littéralement, tu sais. Mais à un moment donné, c'est parce que si ma batterie n'est pas pleine, c'est sûr que ça va avoir un impact sur ce que je fais, tu sais. Puis en fait, tu sais, je diminuerais pas nécessairement ce que tu as partagé. Je pense que c'est quand même des apprentissages qu'on doit retenir, puis il y a quand même quelques petits... euh, euh, diamant brut, là, justement, là-dedans. Le premier, c'est que tu fais un lien avec ce que Marilyn Langlois a mentionné, où est-ce que de ne pas laisser les non-dits. C'est comme, OK, il y a Mmh. quelque chose, on le met clair. L'autre affaire que j'entends, que j'inviterais les gens à retenir, c'est ça te prend probablement une politique contextuelle. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as une politique pour, OK, mes journées de travail de bureau, puis une politique sur la montagne, tu sais, comme Joseph, il tombe, il se casse la jambe ou peu importe, ben comme je vais être disponible, je vais être rejoignable, clairement que je ne vais pas faire attendre vos choses, je vais vous donner des mises à jour par rapport à ça, je donne quelque chose là-dedans. Puis l'autre aussi, c'est de savoir tes propres priorités. Je pense que des fois, ça devient difficile d'être capable de mettre ses limites si on ne connaît pas nos propres priorités à soi-même aussi. Puis ça revient à ça, c'est comme si toi, ton objectif numéro un, c'est d'être une excellente coach, ben en bout de ligne, pour faire ça, j'ai besoin de recharger mes batteries parce que pour être avec vos enfants, que j'adore, mais ça me prend quand même une batterie chargée pour avoir la patience que j'ai besoin d'avoir. Est-ce que ça fait du sens un petit peu tout ça pour toi? Full. Ça fait full de sens. Puis, tu sais, c'est sûr qu'au début, ça peut être un peu plus drainant puis challengeant, là, tu sais, comme de mettre son pied à terre, là, tu sais. Ça peut être vraiment comme, ça peut en tout cas, moi, personnellement, ça m'a un petit peu perturbée, mais en même temps, au final, c'est super positif, tu sais, parce que ça fait en sorte qu'il y a comme une manière de fonctionner qui est beaucoup plus fluide, qui va faire en sorte que je peux bien plus me concentrer sur d'autres choses. Puis, tu sais, en fait, sur d'autres choses, c'est les athlètes. Mhm. Me concentrer plus sur le travail que je fais avec les athlètes. Puis tu sais, en bout de ligne, c'est de ne pas avoir peur de mettre ses limites. Deux, tu viens de le nommer là, c'est de connaître l'élément principal de ton travail, c'est tes athlètes, tu sais. Mhm. Garde ce qui est le plus important, ben pour ça, ben, il faut que tu puisses te concentrer sur les athlètes. Là, tu as parlé de différents éléments justement de la vie de coach.
tu as parlé de patience, tu as parlé de communication. C'est quoi les qualités essentielles qu'un entraîneur doit développer pour réussir dans le coaching d'aujourd'hui, selon toi? Il y en a tellement pour vrai. On pourrait passer 3 heures à se parler back and forth comme de qualité ou juste de traits de caractère au final là, qui sont importants peut-être, mais je pense que de centrer sa pratique sur l'athlète, c'est vraiment important. Puis de ne pas voir l'athlète comme juste étant un skieur de boss. Là, comme il y a beaucoup d'aspects autour de l'athlète qui fait en sorte que, mettons, il y a un enjeu dans sa vie personnelle, il y a un enjeu à l'école, ou comme de voir plus que juste, mettons, sur la montagne, cet athlète-là, Fait que centrer sur l'athlète, holistiquement, tout ce qui l'entoure, ça va être important, puis il faut reconnaître ça. Après ça, je pense que c'est important d'être un bon communicateur, comme juste être capable de communiquer, justement, comme on dit tantôt, ses limites, mais juste d'être capable de dire les bons feedbacks à l'athlète aussi, ou les bonnes consignes, ça, c'est super important. Je pense qu'il faut être aussi une personne qui est relativement bien organisée. Comme moi, je suis entraîneur en chef, fait que j'ai 2 entraîneurs adjoints qui sont avec moi, puis on a 18 à 20 athlètes ensemble, fait qu'il faut être quand même bien organisé quand il y a la logistique de voyager ou peu importe, là, des compétitions et tout. Il faut être ouvert d'esprit, il faut être à l'écoute aussi. Je pense qu'il faut être bienveillant aussi. Bienveillant avec ses athlètes, bienveillant envers les personnes avec qui on travaille, nos collègues de travail, nos adjoints ou peu importe. Nous-mêmes aussi, il faut être bienveillant envers nous-mêmes. Puis je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se planter. Faut pas, pas littéralement, là, parce qu'on ne veut pas se planter en ski, là, mais il ne faut pas avoir peur de genre, essayer quelque chose, peut-être avoir des embûches, échouer, puis reconnaître peut-être aussi ses erreurs. Mais je pense que faut se lancer premièrement, puis il ne faut pas avoir peur d'avoir des step back ou des enjeux ou des défis, parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'on va être capable d'être meilleur puis de travailler là-dessus. Là. C'est super intéressant parce que ça fait des liens avec les éléments de la créativité, justement, comme de dire, il ne faut pas avoir peur d'essayer. Est-ce que tu as un exemple de quelque chose que tu as essayé peut-être dans les derniers mois, justement, puis que ça peut avoir super bien marché ou ça peut avoir mal marché? Là, je te laisse choisir parce que juste d'avoir un exemple comme ça en tête, c'est quand même te mettre on the spot. Là. Je vais te parler, en fait, d'un changement qu'il va falloir faire, puis que encore, je n'ai pas eu encore la drive pour le faire, mais tu sais, je sais que ça s'en vient, puis il va falloir que je le fasse. Fait que ça va être intéressant si on se repart dans une couple d'années, voir si ça a eu lieu, mais je pense qu'avec les réchauffements climatiques et les changements climatiques, en fait, ça sera plus possible de faire du ski en été. Puis c'est juste parce que c'est la réalité que nos glaciers, que ce soit au Canada, parce qu'il y en avait encore il n'y a pas si longtemps, des glaciers au Canada, en Europe, ou en tout cas, bref. En été, ça va être de plus en plus difficile de s'entraîner pour nous sur la neige. Donc, éventuellement, il va falloir qu'il y ait un changement dans la façon qu'on s'entraîne de, mettons, la fin de la saison, qui est en fait avril, jusqu'au début de la saison de compétition en décembre. Fait que de décembre à mai, on a des compétitions. Fait que tout le temps, le off-season, il va y avoir un shift là-dedans des camps d'entraînement puis de la manière de s'entraîner. Donc, c'est un work in progress, mais je pense qu'il va falloir qu'à un moment donné, je dis mais je parle de mon équipe et moi, il va falloir qu'on tire la plug puis qu'on soit innovateur puis qu'on change un petit peu la façon de faire parce qu'on va être obligé un petit peu, éventuellement, avec les enjeux qu'on a par rapport à tout ce qui est l'accessibilité à la neige au mois de juin, juillet, même à août. Oui, puis pour mettre les gens en contexte, je me rappelle plus si c'est l'année passée ou il y a 2 ans, mais il y avait une compétition de ski, c'est le début de la saison, si je ne me trompe pas, en ski alpin. Je pense que c'était censé avoir lieu en Finlande. Puis il était au point où est-ce qu'il fallait qu'il brise des glaciers, je pense, pour pouvoir étaler la neige là, dans une certaine hauteur et tout ça. Puis là, on était comme... Ah, mais qu'est-ce que vous faites à casser des glaciers, comme laissez-les là, on va trouver un autre moyen et tout ça. Fait que là, il y a comme une grosse, remodulation un peu du fonctionnement du ski alpin / ski acrobatique, si je comprends bien. Oui, tu sais, ça, que l'exemple que tu donnes, ça s'est fait, je pense, c'est à Zermatt en Suisse. Mais tu sais, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, là. Je veux dire, le début de saison normal de ski, d'habitude, c'est novembre-décembre.
mais c'est de plus en plus tard. Fait que, il y a des compétitions qui sont souvent annulées ou retardées ou changées de date à cause de ça, tu sais. Fait que moi, je pense que dans mon rôle d'entraîneur, c'est qu'à un moment donné, il va vraiment falloir que je me donne un bon coup puis que je dise « Hey, regarde, là, on fait les changements nécessaires parce qu'éventuellement, ben, on va se retrouver de court puis il va être trop tard nécessairement pour faire des changements. » C'est comme, faut se prendre un petit peu d'avance. Puis là, il nous reste encore des opportunités d'entraînement durant l'été, mais d'année en année, ça devient de plus en plus stressant faire des camps d'entraînement sur la neige parce qu'on est beaucoup dans l'incertitude. Puis, veut pas, ben, tu sais, se déplacer à l'extérieur pour faire les camps d'entraînement, ça demande beaucoup d'argent aussi, tu sais. Fait qu'il y a tout cet aspect-là aussi monétaire qui est quand même touché aussi, qu'il faut que je prenne conscience aussi de ça. Mais c'est surtout les opportunités d'entraînement à l'été, ça va être de plus en plus difficile. Puis, pour moi, en tant qu'entraîneur, de planifier ces camps d'entraînement-là, c'est très stressant, justement, à cause de l'incertitude, là. Puis probablement que ça n'aura pas, en fait, ça aura probablement un peu d'impact sur les Jeux olympiques, mettons, de 2026, mais quand on vient à 2030, 2034, puis assurément 2038, puis on parle des athlètes là, qui commencent à skier, là, ils ont 5-6 ans, les athlètes qui vont participer à ces Jeux olympiques-là, comme clairement que ça va avoir un impact. Puis justement, peut-être, je veux peut-être pousser ta réflexion, puis justement, je peux vraiment bien voir comment est-ce que ça va être un avantage compétitif. De dire, hey, la façon dont on va s'adapter au réchauffement climatique dans la planification annuelle de notre saison, comme clairement que ça va être un avantage compétitif. Puis là, bon, OK, il faut que tu prennes ton courage à 2 mains pour y aller de l'avant avec ça. Mais comment est-ce que tu vois justement le coaching de ton sport évoluer dans les 5 prochaines années par rapport à ça spécifiquement? Qu'est-ce que tu vois comme changements qui sont à faire? Ben, comme je te dis, c'est sûr que dans la planification, il va y avoir un chiffre dans les camps d'entraînement. Ça, c'est clair. Dans 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être plus, tu sais, 3 ans, 5 ans, c'est dur à dire. Ça, c'est sûr que ça va se passer. Moi, j'aimerais ça qu'on utilise la technologie, ben, peut-être intelligence artificielle, je sais pas, pour calculer certaines hauteurs de saut, des vitesses, tout ça, puis il va nous aider, nous, les entraîneurs, à mieux entraîner des athlètes sur certains aspects, parce que, tu sais, le ski acrobatique bosse, ben, il y a aussi l'aspect, mettons, la hauteur de tes sauts, la vitesse dans laquelle tu vas. Fait que, tu sais, je me demande s'il n'y a pas nécessairement des avancées technologiques qui vont pouvoir nous aider à ce niveau-là. Mais sinon, tu sais, en termes de moi, mon coaching, comment que je vois ça, ben, je pense que le mot là-dedans, c'est évolution, là, tu sais, parce que mon sport va continuer d'évoluer, ça, c'est sûr. Les athlètes, ils vont aller plus vite, plus haut, puis ils vont être plus forts. Fait que moi, il faut comme que je suive cette tendance-là aussi, tu sais. Pas nécessairement littéralement moi, là, mais tu sais, comme dans mon coaching, tu sais, si mes athlètes, ils continuent d'évoluer, ben moi aussi, dans mon coaching, il faut que je continue d'évoluer, tu sais. Ça, c'est sûr et certain, tu sais. Je veux dire, même quand moi, je vois la différence entre quand moi, j'ai pris ma retraite il y a 7 ans, puis là, comment que les athlètes, où les athlètes sont rendus, pardon, je vois déjà qu'il y a une grosse évolution, tu sais. Fait que je le sais que ça va continuer d'être de plus en plus fort, puis ça va être tu sais, les athlètes vont être de meilleur à meilleur, mais moi aussi, il faut que je suive cette tangente-là, tu sais. Puis, je pense que, tu sais, en parlant d'évolution, moi, une de mes craintes, c'est comme être stagnante, là, tu sais, c'est comme d'avoir ce statu quo-là, genre, de rester un peu dans ce confort-là, un peu de comme genre, mais tu sais, moi, je coach comme ça depuis 4 ans, fait que, tu sais, je vais rester comme ça. Tu sais, moi, c'est mon pire cauchemar. Moi, je veux comme ma pratique, je veux qu'elle continue à évoluer, qu'il y ait une progression aussi dans mes approches, dans moi, comme dans les aspects techniques aussi des athlètes, là, tu sais. Je pense que, tu sais, le sport en tant que tel, il faut que ça matche aussi avec les entraîneurs, là, c'est pas le choix, là. Puis, comment tu t'y prends justement pour assurer l'évolution dans tout ça? Ben, tu sais, c'est sûr que, tu sais, moi, j'ai fait le bac en intervention sportive, puis j'ai fait la deuxième moitié de mon bac en COVID. Fait que mettons que j'ai pas eu nécessairement on pourra en parler longtemps, là, mais tu sais, tout ce que... Tu sais, mon bac, je l'ai vraiment aimé, mon bac, mais le bac en COVID, j'ai moins aimé. Fait que c'est sûr que, tu sais, les apprentissages que j'ai faits au bac, c'était génial. Puis des fois, je me dis, je pourrais aller faire un certificat. Puis tu sais, mais on dirait que je suis un petit peu traumatisée de l'école en temps de COVID, fait que je suis pas encore en paix avec mon apprentissage académique, mais j'aime beaucoup, mettons, lire, j'aime beaucoup écouter des livres audio,
J'aime beaucoup lire des articles. Puis, quand je vois des formations passer à gauche, à droite, j'aime beaucoup participer. Mais je pense que éventuellement, je vais peut-être retourner peut-être à l'école pour aller peaufiner une coupe d'affaires, mais pour l'instant, on dirait que je suis comme... Certainement. ça m'a vraiment, comme je te dirais, pas découragée, mais ça m'a... j'ai trouvé ça plate, l'école en temps de COVID, là, fait que je suis pas encore... je suis pas encore remise de mon expérience covideuse scolaire. Je comprends ça. Puis quand tu dis que tu écoutes des livres, tu vas lire des articles et tout ça, qu'est-ce que tu recherches en tant que tel? C'est-tu plus pour comme juste des idées qui vont être peut-être stimulantes pour t'amener à penser à autre chose, ou tu cherches plus comme des recettes ou des façons de faire, ou comme je suis juste curieux de savoir? Ben, honnêtement, ça dépend. Comme, tu sais, mettons, des fois, je vais lire des livres qui vont comme, mettons, sur certains sujets. Tu sais, comme, là, je suis en train de lire un livre sur le mindset. Tu sais, fait que là, je suis comme, ça m'intéresse le mindset, comme, comment amener mes athlètes à avoir un mindset plus de growth, là. En français... mentalité de croissance? Mentalité de croissance, c'est ça. Fait que, tu sais, comme là, je lis ce livre-là, mais tu sais, comme, j'essaie tout le temps de couper mes livres de connaissances personnelles avec, mettons, des livres, soit des histoires, là, tu sais, des trucs policiers ou peu importe, ou bien aussi des biographies d'athlètes, que je trouve que ça, c'est comme un autre... Ça vient nourrir une autre partie de moi qui est inspirante, tu sais, qui veut se faire inspirer, dans le fond, tu sais. Fait que ça dépend vraiment de... ça dépend vraiment de mon mood, mais je te dirais que j'essaie de garder ça quand même assez léger, puis comme, mettons, comme là, je suis plus comme, mettons, dans le mindset, parce que je me dis, dans mon coaching, j'aimerais ça comme apprendre un peu plus à mes athlètes ce genre de mentalité-là, ou comme, en tout cas, c'est vraiment plus le sentiment du moment, mais tu sais, des fois, mettons, j'ai peut-être un enjeu avec un athlète qui a peut-être eu une réhabilitation du croisé, du genou, mettons, du croisé antérieur, ou encore, mettons, une commotion cérébrale, ben, c'est sûr que j'aime ça aller lire là-dessus, tu sais, ça va... Tu sais, même si c'est pas exactement mon champ d'expertise, moi, j'aime ça aller m'informer juste parce que je suis curieuse, là, tu sais. Oui. Puis même si c'est pas à toi d'intervenir sur le ACL, ben c'est quand même important de comprendre un peu ce qui se passe autour de ça. Comme toi, tu peux mieux adapter ta programmation. Puis ça, je pense que c'est super, super important. Puis, tu sais, quand tu parlais des biographies, justement, comme il y a 2 jours, j'ai littéralement commencé une biographie de Adrian Newey. Puis Adrian Newey, là, peu de gens vraiment savent c'est qui, mais c'est, en le fond, un aérodynamicien, si j'ai bien dit le mot, en Formule 1. C'est aussi l'aérodynamicien qui a eu le plus de succès parce que lui, à chaque fois qu'il y a eu des changements de règlement, eh bien, il a réussi à concevoir une voiture qui gagnait le championnat. Puis on s'entend Formule 1, Jeux olympiques, comme quand même là, au top de la pyramide, très compétitif. Puis c'est drôle parce que ce matin, dans le passage que j'écoutais justement, il disait que lui, la première chose qu'il fait à chaque début d'année, c'est qu'il va relire les règlements au complet pour identifier ce qui est possible de faire puis ce qui n'est pas possible de faire et tout ça. Là, je ne suis pas en train de dire qu'à tout le monde qu'on devrait feuilleter les règlements et tout ça, mais je trouve ça intéressant, des fois, les biographies, de dire « Hey, il y a une personne qui a du succès dans un domaine X, ben comme ça va t'inspirer un peu comme tu dis, moi ça me fait penser à quelque chose. Tu vas faire des parallèles puis tu dis, hey, OK, on regarde un peu ce qui se passe ailleurs parce que l'enjeu, mettons, en ski ou en hockey ou en football, c'est qu'on finit par parler à du monde de ski, du monde de hockey, du monde de football. Puis les biographies, ben ça peut nous inspirer puis nous faire penser à d'autres choses qui est une façon différente de penser qui est peut-être pas exact, là, tellement pareil que dans notre domaine. Puis justement, ça fait un lien avec une de mes questions. Quel livre ou ressource ou personne a eu le plus d'influence sur ta façon de coacher? Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est vraiment une bonne question. Ben, c'est sûr que j'ai lu le livre de John Wooden, que pour vrai, je veux dire, à chaque fois que je lisais quelque chose, j'étais comme, OK, ouais, OK, c'est bon. Ouais, tu sais, comme je fais relate, là, je faisais beaucoup de liens avec lui, ce qu'il disait. Mais sinon, tu sais, en termes de littérature, ben, j'ai lu plein de livres, mais il y en a un qui m'a beaucoup rejoint, c'était Grit de Angela Duckworth? Oui, c'est ça. Ça fait longtemps que je l'ai lu, mais ça m'a beaucoup rejoint. Sinon, en termes de coaching, je sais pas qui m'inspire le plus, mais j'ai le goût de dire que j'ai eu beaucoup d'entraîneurs dans ma vie qui m'ont inspirée, tu sais. J'ai été capable vraiment j'ai eu de la chance, ou peut-être pas... En tout cas, on va dire que c'est de la chance. Ben, j'ai été capable d'avoir beaucoup d'encadrements différents, puis il y avait beaucoup de bien là-dedans que ça m'inspire à tous les jours d'une certaine facette. Tu sais, je vais chercher un petit peu de chaque
entraîneur, je suis capable d'aller chercher des trucs que je suis comme « Wow, ça, c'était vraiment cool », ou soit ça, j'ai vraiment apprécié, ou la façon que ça a été géré, c'est le fun, tu sais. Fait que je m'inspire beaucoup des entraîneurs que j'ai dû passer pour... ben, tu sais, c'est sûr que je coacherai pas chaque athlète de la même manière, puis ces entraîneurs-là, ils vont pas... la façon qu'ils m'ont entraîné, c'est pas exactement comme ça que je vais entraîner les athlètes avec qui je travaille, mais c'est sûr qu'il y a des petites choses qui vont être inspirantes, qui vont faire en sorte que ça a été marquant, ça, j'aimerais ça l'ajouter dans ma pratique, ou peu importe, ça peut être une situation ou quoi que ce soit, là. Fait que je suis vraiment vague, hein, je suis désolée. C'est bien correct. Tu vas au bout de ce que tu as en tête. Puis par rapport au livre de John Wooden, est-ce que tu te rappelles le nom? Mon Dieu. Hey, ça fait tellement longtemps que je l'ai lu. C'est pas plus grave que ça. Ça, on va le retrouver et puis on va mettre ça dans la description de l'épisode. Puis parce que je sais que des fois, les gens ils écoutent le podcast puis ils m'en parlent. Puis ça, puis des fois, ils disent OK, je vais accrocher à telle ressource. Mais on va le mettre dans la description de l'épisode. Je pense que c'est sa biographie à lui. Je sais pas comment elle s'appelle, là. Mais ouais, sa biographie à lui, je crois. Parfait. Il doit avoir plusieurs livres, lui, c'est une légende. Fait que... Ben, certainement seulement le coach du centenaire pour le centenaire de 1900 à 2000. Exact. Deux dernières questions. Question éclair qui nous aide un peu à remettre toutes les choses en perspective puis à finir avec peut-être même des messages percutants. Si tu pouvais mettre une citation sur un Jumbotron, tu arrives au bas d'une pente, il y a une foule, il y a des athlètes, il y a des coachs, il y a un gros Jumbotron, un écran géant. Ça serait quoi la citation puis qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent? Ben, c'est pas tant une citation parce que c'est juste peut-être une manière de penser ou peut-être comme un peu une philosophie en tant que telle, là, mais moi, quand j'étais athlète, puis je l'utilise encore, mettons, dans mon coaching, mais je me dis « It's just skiing ». C'est juste du ski. Fait que ça te ramène vraiment à l'essence puis à la base de pourquoi tu le fais, dans le fond. T'sais, c'est juste du ski. Fait que quand tu te ramènes tout le temps à ça, ben tu te rappelles pourquoi tu le fais. Puis ben moi, ben je le faisais parce que j'avais du plaisir. Puis maintenant, ben quand que je passe à travers, mettons, des affaires qui sont un peu plus difficiles ou quoi que ce soit, je me dis « Hey, c'est vraiment juste du ski ». Fait que rappelle-toi de ça, c'est bien rien que ça. Intéressant. Puis, si tu avais, tu sais, comme à parler à des jeunes coachs qui débutent, qui retournent un peu dans tes souliers en 2018-2019, comme, ce serait quoi ton conseil principal pour un entraîneur ou une entraîneur qui débute aujourd'hui dans ton sport? Bonne question. Mais j'en ai parlé un peu tantôt, mais j'aurais le goût de te dire c'est correct de te planter. Comme, c'est correct de faire des faux pas, puis c'est vraiment correct que ça soit un peu dur, puis c'est correct de comme te relever. Tu sais, comme l'important, c'est que tu te relèves de ça. Ça va l'air vraiment quétaine, là. Mais comme, il n'y a rien de parfait dans la vie, mais tu sais, comme, apprends de ça, tu sais. C'est toutes les situations qui se passent, puis je pense que ça vient du légendaire John Wooden, mais tu sais, il disait tout le temps comme, même si t'es outscore, il y a de quoi apprendre là-dedans, tu sais. Fait que peu importe ce qui arrive, tu peux te planter, mais tu apprends tout le temps de ça. Puis tu peux laisser tes athlètes se planter aussi, là, ça c'est correct. Puis mais tant qu'il y a une raison pédagogique, tu sais, ultimement, tu sais, pas juste de rentrer dans un poteau pour rentrer dans un poteau, mais là on se comprend, là, tu sais. Mais par rapport à ça, ça me fait penser justement, tu sais, avant de conclure, je m'en voudrais de pas te parler de cet aspect-là. Je viens de réaliser que, tu sais, en ski, là, c'est pas comme au hockey ou au soccer où c'est que tu finis par gagner des games, tu sais, à toutes les saisons. Mais en ski, là, tu peux faire une saison complète sans gagner une course. Comme, ça va être quand même particulier la façon d'ancrer ta motivation, tu sais. Ouais, puis tu sais, c'est vraiment doublement difficile, puis je veux pas dire que c'est plus dur que n'importe quel autre sport. Le ski acrobatique, c'est vraiment pas ça que je veux dire, mais on est un sport jugé aussi, tu sais. Fait que, note, c'est ça. Tu sais où c'est que je vais en venir, là? C'est difficile parfois, puis je l'ai vécu en tant qu'athlète, mais c'est difficile parfois de faire comprendre aux athlètes que ton pointage, il définit pas ton effort, puis de pas juste s'attarder à ton score, ton score sheet, là, tu sais. Oui, c'est cool, peut-être que tu vas gagner, puis tout ça, puis peut-être que tu vas avoir les meilleurs scores, mais ton effort, c'est ça qui est le plus important, tu sais, puis c'est vraiment dur, des fois, de voir au-delà de ça, parce que notre sport, c'est ça, tu sais. C'est du jugement, tu descends, puis les juges vont te donner un score là-dessus, tu sais. Fait que c'est vraiment de se donner des objectifs qui vont être concrets par rapport à ton ski, tu sais.
ta performance sur la piste, là, tu sais, pas nécessairement s'attarder sur quelque chose de très pointu sur ton score sheet, là, tu sais, fait que ça va vraiment aider sur la motivation, ça, c'est clair. Puis ça va faire en sorte que tu vas être beaucoup plus satisfait à la fin de ta journée quand tu le sais que tu as fait tout ce que tu avais à faire dans ta descente puis que tu es fier de toi. Puis advienne ce que pourra avec le score, là, tu sais. Ça va vraiment t'amener beaucoup plus de satisfaction que si tout le temps tu regardais juste ton pointage, juste ça. Mhm. Wow, c'est une bonne façon de finir la conversation. Audrey, merci de ton temps. Merci de nous partager ton expérience autant comme athlète que comme entraîneur. 3, comme si les gens ils veulent te rejoindre ou ils ont des questions, comment est-ce qu'ils peuvent le faire? Ben, je suis rejoignable très facilement sur les médias sociaux, là. Je suis pas mal sur toutes les plateformes, mais celle, que je préfère, c'est sûrement Instagram puis Facebook. Puis, sinon, ben, je suis sur toutes les autres plateformes, là, LinkedIn, puis, toutes les autres affaires que je suis toute là-dessus, mais mes préférés, c'est probablement Instagram puis Facebook. Puis on comprend que si on t'envoie un message le vendredi soir à 10h, ben ça se peut que tu ne nous répondes pas parce que tu mets tes propres limites à toi-même. Puis ça, c'est correct, il faut respecter Ouais. ça. Ouais, c'est ça. À part quand si c'est toi, puis là, je me rends compte que j'ai pas répondu à ton courriel 3 jours plus tard, mais C'est non, correct, ouais, c'est c'est ça. correct. C'était en masse Ouais. d'avance. C'était en masse d'avance. Et puis, donc, je te laisserai peut-être le mot de la fin. Est-ce que comme il y a quelque chose que tu veux dire aux gens avant de quitter, à retenir et tout ça? Ben, je sais pas, je veux dire, en fait, je voudrais remercier toi parce que toi, dans le fond, tu donnes la voix à du monde comme moi de venir partager leurs connaissances, puis, ben, ça permet à des gens comme moi d'en apprendre plus sur d'autres personnes que j'avais aucune idée peut-être qui existaient. Fait que c'est des belles découvertes pour moi. Fait que c'est probablement le mot de la fin, c'est merci à toi de mettre en place, le podcast qui fait en sorte qu'on est capable de mettre de l'avant des entraîneurs ou des enjeux que les entraîneurs peuvent vivre, là. Tout à fait. Ben, merci beaucoup. Merci de participer. Merci du beau compliment. Je le prends vraiment de cœur. Puis, tu sais, c'est ça un peu comme le podcast, c'est d'avoir une influence. Puis, j'aime pas le terme influence parce que ça a une connotation, tu sais, influenceur, mais de dire, OK, hey, on amène du monde intéressant, du monde qui ont des perspectives intéressantes, du monde qui ont fait des travaux inédits, puis comme on partage ça, puis ça peut influencer la conversation. Puis, tu sais, si ça fait que ça avance le coaching ou la recherche d'un mètre ou d'un pas à droite, puis d'un pas à gauche, puis d'un pas à droite, ben en bout de ligne, c'est le sport qui y gagne. Puis si le sport y gagne, ben c'est nos athlètes qui y gagnent. Puis les athlètes comme toi, comme moi, qui ont pu avoir des belles carrières, ben il y en a d'autres qui vont pouvoir en avoir, puis que ça va l'expérience va peut-être être encore plus positive, puis plus bénéfique que ce que toi puis moi on a vécu, même si ça nous a apporté plein de bonnes choses, du moins si je me fie à ce que tu m'as partagé dans les dernières minutes. Fait que c'est vraiment ça l'idée. Puis je trouve que ton message à la fin là, ça renvoie à ça. Puis je vais retenir ta citation parce que je pense que des fois on l'oublie quand on se passe dans un aréna ou dans un stade, tu sais, comme c'est juste du ski. Tu sais, comme c'est juste du sport. C'est important. Comme, tant qu'à être là, on va s'améliorer, on va mettre des efforts, on va essayer de gagner. Là. Je ne suis pas en train de dire que je ne sais pas comment gagner, j'adore la compétition. Mais en bout de ligne, si on gagne ou on ne gagne pas, c'est juste du sport, puis on est capable de se relever le lendemain. Tu sais. Fait que là-dessus, Audrey, merci beaucoup. Merci à toi. Puis tout le monde, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Temps d'arrêt. Merci d'avoir été à l'écoute de ma conversation avec notre invité aujourd'hui lors de Temps d'arrêt. Et j'ai 2 petits messages pour toi avant que tu quittes. 1, je tiens à remercier l'Université du Québec en Outaouais pour rendre tout ça possible. Deuxièmement, à tous les auditrices et les auditeurs, j'ai un petit rappel avant votre prochaine pratique ou votre prochain projet. Est-ce que vous voudriez recevoir une fois par mois une petite réflexion de ma part par courriel qui inclut les épisodes de Temps d'arrêt ainsi que quelques petits trucs et astuces pour le coaching en partant de la science du sport? Est-ce que tu aimes ça? Challenger tes idées. Bien, si oui, je t'invite à t'inscrire à l'infolettre de Temps d'arrêt avec Coach Frank, dans laquelle je vais te partager les derniers épisodes de la balado, les dernières idées que j'ai explorées dans ma recherche et les dernières actualités qui sont pertinentes en lien avec le coaching. Je résume tout ça dans un petit courriel qui va arriver dans ta boîte une fois par mois. Puis si tu veux recevoir ça, visite le site coachfrankphd.com dans un mot ou un de nos médias sociaux et ça va me faire plaisir de t'envoyer ça. Le but, c'est de vous aider et de vous challenger dans vos idées. Autrement, je te dis merci d'être avec moi dans l'aventure de Temps d'arrêt et je te dis à la prochaine.